Bonjour à tous. Je pense qu'on est déjà en live sur les Live sur les... plateformes, différentes plateformes du comité parité et diversité de 2M. Merci à tous de nous rejoindre sur ce premier webinar, ce premier séminaire en ligne organisé par le CPD. Et avant justement de commencer et de présenter les différents intervenants qui nous ont rejoints pour ce webinar sur la relance économique au Maroc post-Covid 19, pardon. J'aimerais bien donner la parole à Madame Khadija Boujnoui, présidente du comité parité et diversité de 2M, mais aussi directrice financière de 2M, parce que justement aujourd'hui on parlait d'économie plus que de parité. Et je pense que le sujet s'est imposé par lui-même, vu la conjoncture actuelle, surtout cet effort qui est fourni par le Maroc pour faire redémarrer convenablement son économie. Khadija, la parole est à vous justement pour planter le décor et présenter les intervenants qui nous ont rejoints ce matin. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse de faire ce premier webinaire qui est organisé par le comité, comme tu l'as bien dit, Mehdi, comité parité diversité de 2M. Juste pour information, le webinaire est diffusé en direct sur les pages du comité Facebook, mais également à travers un lien sur LinkedIn. Il est diffusé en direct sur 2m.ma. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'économie, particulièrement de la reprise économique dans notre pays, un sujet de réflexion et d'analyse. C'est vrai que j'ai deux casquettes à 2M, une casquette diversité, mais j'ai aussi ma casquette financière et donc économique. Je suis heureuse de traiter ce sujet pour une double raison. D'abord, c'est un sujet d'actualité. Et puis, j'ai constaté, malheureusement, j'ai fait le triste constat pendant ce confinement sur le manque de visibilité à travers les webinars que nous avons vus passer où les femmes ont été invisibilisées malgré l'expertise des femmes marocaines. Alors, sans trop rentrer dans le détail, parce que je vais te laisser, Mehdi, toi, développer cette partie. Donc, le Maroc, comme tout le monde le sait, a été dans une démarche proactive et dès le départ, il a mis en place un certain nombre de mesures justement pour garantir la sécurité du citoyen. Un fonds spécial a été créé pour pallier aux insuffisances de l'infrastructure médicale, mais pas seulement. Des mesures aussi pour accompagner les citoyens, aux personnes qui ont perdu malheureusement leurs revenus d'une façon partielle au total, mais aussi des mesures pour accompagner les entreprises marocaines et donc des mesures qui sont disponibles auprès de nos institutions financières et qui sont garanties par la caisse, par la CCG. Notamment Daman Oxygène, d'autres dispositifs qui ont été annoncés le 21 mai pour les petites entreprises et moyennes, Relance TPE, Daman Relance pour justement aider les entreprises qui vivent des difficultés au niveau de leur trésorerie. Alors, avec nous aujourd'hui, que je remercie chaleureusement, l'imminente Rizlan Manjra qu'on ne présente plus, entrepreneur et présidente de Maroc Impact, et au passage qui n'a pas démérité pendant ce confinement à travers son engagement solidaire et citoyen. On reviendra là-dessus. Avec nous également Amin Diouri, directeur des études et communications et Inforis, que je remercie chaleureusement aussi. Avec grand plaisir. Inforis qui existe depuis 2007, et comme son nom l'indique, information et communication pour les entreprises marocaines sur les opportunités d'affaires, mais également l'information concernant le risque que peut courir une entreprise s'agissant de recouvrement. On devait avoir avec nous aujourd'hui Madame Slima Sitri, économiste, professeure à l'université de Bnotofeil, qui malheureusement, elle s'est désistée. Il aurait été enrichissant d'avoir son point de vue d'économiste sur le plan macroéconomique. Et puis, un immense merci à Mehdi,
qui est très occupé en ce moment à communiquer à travers 2M justement toute la partie économique et les dispositifs qui ont été mis en place. Mehdi Boukhari, qui est rédacteur en chef, en charge de l'économie à 2M. Merci beaucoup, Mehdi. Merci, Khadija, toi. D'animer et de modérer ce débat. Et donc, sans trop tarder, je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Khadija, pour cette présentation. Merci aussi à nos intervenants, à Madame Rizlan Mounjra, entrepreneur, présidente de Maroc Impact, ainsi qu'à Monsieur Amin Diouri, directeur des études et communications et Inforisque. On voit qu'on a un webinaire qui respecte quand même les règles de la parité, deux femmes, deux hommes. C'est un petit peu la signature du comité parité diversité de 2M. Justement, c'est qu'on va évoquer notre premier axe qui est les secteurs les plus touchés. Je pense que vous deux, Rizlan et Amine, vous avez vécu cet impact économique conséquent sur l'économie. Madame Mounjra, vu son parcours d'entrepreneur, son parcours entrepreneurial de soutien de l'entrepreneuriat social. Et Amine, vous étiez très à l'écoute justement de cet impact économique sur l'économie. Si on peut commencer par quels sont justement les secteurs les plus touchés par cette pandémie. On a en tête le tourisme, le textile, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont été touchés de plein fouet par cette crise économique et sanitaire inédite? Je me permets de prendre la parole, si Amine. Avec plaisir, je vous en prie. Merci infiniment pour cette invitation et tellement rafraîchissante. Et surtout de parler économique de manière paritaire, ce qui doit, je pense, à mon sens, aujourd'hui être un réflexe naturel et qui malheureusement ne l'est pas. Donc le chemin est encore long, mais gardons la foi et merci justement au comité parité diversité de redonner le là. Bon, pour répondre à votre question, si Amine, bon, moi personnellement, à titre d'entrepreneur social très engagé depuis une quinzaine d'années, ayant aussi eu à un moment une casquette institutionnelle, puisque j'ai eu l'honneur d'impulser la commission entrepreneuriat social à la CGM, et également que j'ai quitté d'ailleurs depuis pour justement mieux, j'allais dire, opérer sur le terrain via une casquette associative qui est l'association Maroc Impact. Effectivement, de facto, cette crise Covid, son impact a été violent, puisque mon activité professionnelle, puisque moi j'opère dans la valorisation des produits terroirs et patrimoine immatériel, a été de facto mise à l'arrêt. Ce qui finalement a fait appel à nos grandes qualités de résilience, et pas en tant que femme, en tant qu'entrepreneur tout court, et donc finalement de se mobiliser justement en tant qu'entrepreneur en mettant toutes nos compétences au service de la solidarité nationale. Et donc effectivement, pendant cette crise Covid, j'ai été mobilisée via Maroc Impact pour, avec beaucoup d'humilité et avec des moyens très limités, à déployer plusieurs initiatives assez particulières, atypiques, de par leur articulation, leur ingénierie, faisant appel justement à la mobilisation de plusieurs parties prenantes. Et je pense que c'est aussi ça le sujet, on l'abordera par la suite, c'est comment mieux agir ensemble, et encore plus en période de crise, en mobilisant nos efforts, en étant disruptifs, et surtout en agissant sur le temps long. Voilà, ça c'est un peu pour le contexte, et peut-être que je laisserai la parole à Amine et je rentrerai peut-être plus directement dans le vif du sujet, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un secteur que vous n'avez pas cité, c'est le secteur coopératif. Tout à fait. Voilà. Le secteur coopératif, c'est 4% de la population active marocaine, c'est 40% de la population rurale. Je rappelle aussi le contexte antécédent à la crise où Sa Majesté a fait plusieurs piqûres de rappel par rapport aux nouveaux modèles, l'émergence justement d'une génération de jeunes entrepreneurs et l'émergence d'une génération de la green, j'allais dire, génération, et une génération d'entrepreneurs dans la ruralité et d'une classe moyenne. Il est là aussi le sujet. C'est un secteur qui a été sinistré de manière directe, puisque je rappelle, il y a eu l'annulation du SIAM. Donc, il faut savoir que le secteur coopératif a perdu entre 60 et 80% de son chiffre d'affaires, avec en plus un impact indirect qui est lié à la crise touristique. Voilà. Donc, tout ça nous amène à réfléchir à, je pense, dans le contexte actuel post-crise,
j'allais dire, de la question d'opérer un choc et une redirection totale de notre économie et de la diriger, je pense, de manière imminente vers une économie des communs. Très bien. Merci. Amine, une vision plus globale sur les secteurs touchés par cette pandémie, Oui, en plus des secteurs des coopératives, des textiles et de l'industrie. oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais commencer par vous remercier pour l'invitation et féliciter cette initiative de ce comité de parité. Je trouve l'idée excellente. Je trouve que c'est un principe, c'est même pas une idée, c'est un principe qui devrait être absolu dans tous les séminaires, dans toutes les réunions d'échange justement de ce type. Ensuite, par rapport à notre métier, juste pour rappeler rapidement, nous, c'est la data et l'information sur les entreprises. Donc, justement, on a des éléments quantitatifs, on essaye de suivre en direct tout ce qui se passe actuellement. On avait déjà une idée de la santé financière des entreprises avant cette crise. Malheureusement, l'incidence, elle est encore plus amplifiée avec la crise aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, avant même de parler de secteur, je pense qu'il faut quand même rappeler le côté inédit de cette crise, c'est-à-dire que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, sont touchées par cette crise. Il suffit de voir, par exemple, les chiffres de la CNSS, par exemple, pour l'indemnité Covid-19. Aujourd'hui, on parle de plus de 150 000 sociétés. Ça représente plus de 65% des entreprises touchées, qui sont considérées comme entreprises défaillantes, en tout cas qui bénéficient de l'indemnité. C'est des centaines de milliers de salariés qui sont aujourd'hui touchés par le chômage partiel et le chômage parfois définitif pour les fermetures d'entreprises. Alors certes, aujourd'hui, on manque un peu de recul encore pour mesurer l'impact en termes de défaillance d'entreprise. On aura plus d'idées dans les prochains mois. Mais effectivement, aujourd'hui, tout le monde est touché. Et non seulement les entreprises, mais aussi la demande. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que quand on parlera par la suite de relance, il ne faut pas simplement parler de relance entreprise, mais il faut aussi comment on relance la demande. Parce que pour que les entreprises puissent vendre, il faut aussi que des gens puissent acheter. Et aujourd'hui, compte tenu du contexte, on est dans une situation assez difficile. Après, par rapport au secteur touché, évidemment, je dirais que quasiment tous, aujourd'hui, tous les secteurs sont impactés. Ça va de l'immobilier, du commerce, mais pour être plus concret, je rappellerai qu'en termes d'écosystème d'entreprises, aujourd'hui, il y a 3 gros secteurs qui représentent une masse importante des entreprises existantes. C'est le commerce, c'est l'immobilier, le BTP. C'est toujours ce qu'on retrouve en matière de création d'entreprise, de défaillance d'écosystème entreprise. Donc, évidemment, si on veut éviter aujourd'hui et demain un risque de défaillance, évidemment, il faut se concentrer sur les plus gros volumes. Évidemment, il y a des secteurs stratégiques aujourd'hui, l'hôtellerie, le tourisme, évidemment, parce que effectivement, c'est générateur de devises et puis ça fait travailler énormément de gens dans notre pays. Aujourd'hui, on connaît le contexte, toutes les frontières sont fermées, même s'il y a des réouvertures, mais en tout cas, on sait que cette année, très certainement, le tourisme au Maroc sera très difficile. Donc, effectivement, il faut trouver tout de suite des plans de rechange pour essayer de relancer ces secteurs fragilisés. Selon vous, Amine, est-ce qu'il y avait quelques secteurs qui ont pu démontrer une certaine résilience durant cette période et tirer leur épingle du jeu? Moi, j'ai en tête l'agroalimentaire, mais quand on voit quand même les sorties des fédérations sectorielles, on se rend compte quand même que l'impact a été touché, malgré l'impact a été réel, malgré une forte consommation. Est-ce que tu as en tête un des secteurs qui a pu quand même anticiper ou plutôt limiter l'impact économique du Covid-19? Ouais. Alors, effectivement, moi, par exemple, tout bêtement, je regarde les listes négatives, les listes d'exclusion d'activités des secteurs, des activités à l'indemnité CNSS, c'est-à-dire des secteurs qui ont continué de travailler pendant la crise, qui ont continué de fonctionner. Effectivement, on retrouve des activités comme, par exemple, l'agroalimentaire. Et encore, il faut beaucoup nuancer cet aspect-là. Par exemple, je lisais une étude de la FENAGRI, justement, qui représente le secteur agroalimentaire. En réalité, 25% uniquement des activités agroalimentaires s'en est sorti plus ou moins sans dommage. Mais il y a d'autres branches de l'activité agroalimentaire qui, elles, a subi de plein fouet la crise. Je vois aussi que certains services, notamment tout ce qui est conseil et conseil informatique, s'en est bien sorti. Évidemment, avec la crise, le télétravail, la digitalisation, ce secteur-là s'en est mieux sorti que les autres. Effectivement, et puis
Ce sont, à mon avis, les principaux, mais il y en a très, très peu finalement qui peuvent dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas été impactés. Les secteurs exportateurs, évidemment, souffrent, comme les autres, du fait du ralentissement du commerce extérieur mondial. Voilà, mais effectivement, on peut en trouver quelques-uns, notamment dans la partie services et agroalimentaire notamment. Et puis, dans la partie industrielle, évidemment, tous ceux qui sont liés au secteur pharmaceutique, évidemment, ceux qui fabriquent des gels hydroalcooliques aujourd'hui s'en sortent mieux que les autres. Ceux qui fabriquent des masques ou des gants en latex, etc., s'en sortent mieux. Évident, mais on parle de segments de marché, on ne parle pas de marchés globaux. C'est vrai. Alors justement, Amine, vous avez évoqué la question de cette transformation même de nos habitudes de consommation avec le digital. Et là, je pose une question à Madame Mounzra. Comment vous avez accompagné justement ces coopératives et ces entreprises sociales pour profiter ce changement de consommation des Marocains et ce boom qui est connu justement le e-commerce marocain, une manière parmi d'autres un petit peu de limiter la casse, si j'ose dire. En fait, pour répondre, si tu permets, Amine, je répondrai dans un deuxième temps à ta question. Je voudrais quand même rajouter, juste pour mettre un peu de beurre dans les épinards, de mettre quelques éléments de contexte tout de même. Je pense que c'est très important aujourd'hui, si on veut analyser cette situation et en tout cas se projeter dans une post-crise, j'allais dire, qui ait du sens et qui ait des prises de décision équitables pour tous les acteurs et les citoyens de ce pays, il faut un peu mieux comprendre pour mieux décider. Il y a un point, je pense, qui est très important parce que si Amine l'a abordé, c'est ce choc, j'allais dire, externe qu'on a subi. Il découle finalement du modèle de l'économie mondiale qui est basé sur cette mondialisation globalisée, un peu sauvage. Aujourd'hui, on se la prend en plein visage, et pas seul d'ailleurs. Je veux dire, le Maroc, et d'ailleurs, je suis très fière de dire, et je pense qu'on le partage tous, qu'on est sorti brillamment de cette crise. Maintenant, le sujet, c'est après. Je pense qu'on doit se questionner très fortement sur la réinvention de notre économie locale, qui doit devenir beaucoup plus indépendante et qui doit davantage mettre l'humain au cœur, et comment créer des dynamiques territoriales, parce que pour rejoindre ta question, aujourd'hui, cette création de richesse, il faut qu'elle soit locale, ancrée dans les territoires, pour qu'il y ait une génération, une régénération, j'allais dire, de notre économie, et une redistribution équitable et durable des richesses. Ce qui a été constaté pendant cette crise et ce que nous, on a essayé de réaliser. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un monde ultra connecté, mais il faut réaliser que 40% de notre territoire ne l'est pas forcément, et qu'on a des territoires qui sont exclus. Donc, la globalisation, c'est bien, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais aujourd'hui, le lien social, parce que quand on parle de relance économique, elle ne doit pas être vue seulement sous l'angle, j'allais dire, managérial et financier, elle doit être vue sous l'angle social et psychologique. Il y a des territoires complets, entiers dans notre pays, qui étaient en exclusion économique pure, et donc il a fallu faire preuve d'ingéniosité. Parce qu'en réalité, il y a un mot qui est extrêmement important, donc, par rapport au contexte de la mondialisation et comment se réinventer, mais il y a un élément aujourd'hui qu'on doit tous gérer, quel que soit notre niveau social ou économique, ou notre position en tant qu'acteur économique ou pas, c'est l'incertitude. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une incertitude. Donc, quand on est face à cette incertitude, d'abord, il faut être en capacité de l'accepter, et surtout de dire, avec cette nouvelle normalité qu'on a du mal tous à gérer, parce qu'on est un peu quand même en situation de panique, il ne faut pas qu'on tombe dans l'indécision et dans l'excès de confiance. Et il faut qu'on fasse preuve d'humilité. Donc, les plans de relance structurels, c'est bien, pointu, mais ne perdons pas de vue qu'il doit aussi être mis en exergue toutes ces, j'allais dire, cet essaimage cet essaimage de cette intelligence collective économique qu'on peut mettre en place à petite échelle, et quand elles sont les unes accrochées aux autres, elles peuvent, j'allais dire, réinverser un peu cette tendance négative et créer une vraie richesse. Alors, pour être concrète, l'opération des sacs solidaires.
effectivement, pendant cette période, la solidarité nationale a été impressionnante. Et d'ailleurs, nous avons eu et reconnaissant aussi la position de l'État qui nous a éminemment sortis de cette crise et qui a eu le mérite aussi de déshabiller davantage les failles béantes de notre pays et les fractures économiques, mais tout en apportant tout en étant garant, j'allais dire, de la sécurité de tous les citoyens et de notre sécurité économique. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, en période de crise, c'est bien d'être solidaire. Tout à fait. Il faut être solidaire de manière économique. Et même en situation de crise, face à des problèmes sociaux, sanitaires, environnementaux énormes, on est capable de créer de la richesse économique en étant ingénieux et en mettant en place une vraie chaîne de valeur ajoutée humaine et pragmatique. Alors, l'opération en fait des sacs solidaires, c'est une opération qui a été conçue avec des partenaires publics et privés, et j'en reviendrai tout à l'heure, peut-être dans un deuxième point. C'est dans le cadre de ce renouvellement de notre économie, comment créer des alliances d'action très fortes, parce qu'il faut absolument qu'on revoie notre mode de création de richesse, notre mode d'action, et qu'on ne peut plus le faire de manière verticale et qu'il s'agit aujourd'hui de le faire de manière circulaire. Donc, avec un acteur privé très fort et un acteur public qui est justement le ministère de l'économie sociale, on a mis en place, avant de mettre en place une opération de distribution de sacs solidaires qui était quand même de 4000, qui a mobilisé 45 tonnes de marchandises qu'on a sourcées dans des territoires extrêmement exclus, dans une situation de confinement où il y avait des problématiques de logistique énormes. Je parle de territoires comme Figig, Bouarfa, Oued el-Himer, le Tsaroudant, etc. Je ne vais pas faire la liste des territoires, mais c'était avant tout une opération de sourcing et une opération d'achat. Et nous avons, avec cette petite opération, en tant qu'acteurs citoyens, associatifs, responsables, nous avons aujourd'hui assuré pour une grande partie des coopératives, donc plusieurs dizaines de coopératives, bien sûr en coordination avec les autorités locales, nous leur avons assuré au minimum 6 mois de revenus. Donc ça veut dire que une fois qu'on intègre cette incertitude et qu'on se met dans des postures d'humilité et de renouvellement d'idées et d'expérimentation nouvelle, on est capable de mettre en place des dynamiques qui, si on arrive à les reconnaître, à les valoriser, et je parlerai aussi d'une action qu'on a fait avec des communautés de makers et d'ingénieurs. Si on est capable de valoriser et de donner de la puissance à ces initiatives de quartier, des initiatives régionales, si on s'intéresse davantage, que ce soit vis-à-vis des autorités publiques, des acteurs publics de manière générale et des acteurs privés, on est capable de leur faire changer d'échelle et on est capable justement de créer ce tissu régénératif bottom-up économique pour pouvoir créer une vraie dynamique régionale et nationale. Alors justement, vous avez parlé de dynamique régionale, nationale, d'une croissance plus inclusive avec une répartition équitable des richesses. Mais selon vous, quels sont les mécanismes ou de quoi ont-ils besoin justement ces entrepreneurs marocains? Alors, vous savez, il y a un mot qui est extrêmement important. Quand j'ai lu la question centrale du débat, on parle d'écosystème. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas, et avec la petite expérience que j'ai et que je vis à titre personnel, puisque je suis entrepreneur engagé depuis plusieurs années, aujourd'hui, prendre l'entrepreneuriat sous l'angle uniquement de financement, c'est passer complètement à côté du sujet. Effectivement, nous, les entrepreneurs, et d'ailleurs en particulier la TPE-PME, qui en réalité a une véritable crise de représentativité. La TPE-PME, aujourd'hui, quand on est engagé dans son business, on se sent très seul, on se sent très solitaire, encore plus en situation de crise, parce qu'on doit gérer une multitude de risques aujourd'hui et on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. L'écosystème, c'est quoi ? C'est d'abord la confiance. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut se projeter en post-crise, il y a un élément, moi, qui me tient à cœur, c'est que
si on doit construire un nouveau modèle et si on doit construire une économie performante, locale, redistributive, s'il n'y a pas de confiance de tous les acteurs, à tous les niveaux, on ne pourra pas avoir cette capacité de projection. Et quand un entrepreneur n'a pas cette capacité de projection, forcément, il ne peut pas être opérant. Donc aujourd'hui, dans le cadre justement, pour être concrète, dans le cadre de Maroc Impact, nous, on s'est attelé à notre niveau à structurer l'écosystème de l'innovation sociale. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneur, le petit entrepreneur est déjà, j'allais dire, le parent pauvre, et encore plus quand il est engagé dans des missions et dans des causes sociétales, sans être, c'est-à-dire centré sur servir l'intérêt général, tout en étant dans une logique de pérennisation économique. Suite à mon passage et mon fort plaidoyer qui a amené la création de la commission entrepreneuriat social, j'ai quand même constaté qu'aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant de dire les choses parce que je pense qu'on arrive à un stade où nous devons nous imposer un discours de vérité. Il y a des sujets aujourd'hui qui sont complètement invisibilisés et qui paradoxalement doivent être aujourd'hui au cœur de la réflexion du nouveau modèle et au cœur de la réflexion de l'ensemble des acteurs. Ce qui m'amène à dire quoi ? C'est le sujet fondamental, et d'ailleurs je me suis amusée en tant qu'entrepreneur lambda à lire un peu tous ces dossiers très complets de mesures de relance. Tout à fait. Il y a un mot qui m'a manqué et qui m'a chagrinée, je dois dire, c'est le référentiel des communs. Si aujourd'hui on doit créer ensemble et faire société ensemble, parce que justement, il y a encore plus d'inégalités socio-économiques. Et d'ailleurs, après la crise économique, je pense qu'il y a aussi une crise sociale. Et derrière la crise sociale, il y a une crise environnementale. Donc, pour faire société et vivre ensemble, je pense qu'il faut qu'on ait un référentiel commun de valeurs. Et ces mots-là, je ne les entends nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot solidarité économique est essentiel. Parce que ce qui est en train de se profiler, il faut dire les choses, il y a des secteurs qui s'en sortent, mais ce sont les grands qui s'en sortent. Ce ne sont pas les petits. Donc aujourd'hui, je pense qu'au sein du secteur privé, il y a une vraie réflexion à avoir autour de la solidarité économique et comment on crée une chaîne de valeur en intégrant tous les acteurs, qu'ils soient petits, moyens ou grands, pour créer de la richesse ensemble. Je pense que ça, c'est un élément qui est fondamental. Et puis, il y a des valeurs, je pense, sociétales très fortes, des valeurs d'exemplarité, parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des acteurs, nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et quand on parle de faire ensemble, faire commun et faire société, les valeurs d'exemplarité qui doivent être, j'allais dire, distillées à toutes les couches sociales de notre pays. Tout à fait. Une symbolique que je déplore d'ailleurs, la commission entrepreneuriat social a été supprimée en janvier 2020 à la CGM. Ça m'interpelle, parce que quand on est dans une réflexion profonde de renouvellement du modèle, il faut aussi un renouvellement des idées. Et quand je dis valeur, c'est que si on pense être inclusif, on ne peut pas penser en entre-soi. Il faut penser en s'imposant le renouvellement des idées, en étant à l'écoute de toutes les forces vives de la nation, quel que soit leur profil, leur ADN, leur couleur, pas forcément de la pensée unique monodiplôme, parce que là, on ouvre un débat important, c'est les talents singuliers de ce pays. Il faut les écouter, mais il faut aussi entendre et il faut être dans l'action. Moi, j'ai dans mon expérience, d'ailleurs, cœur Covid et anté-Covid, j'ai par exemple des femmes rurales qui ont démarré avec 10 personnes et qui, seules, dans le radar de personnes, aujourd'hui sont à taille industrielle. On a eu pendant la crise des collectifs auxquels d'ailleurs j'ai eu l'immense fierté de participer, notamment le collectif Frigal, un collectif de makers, d'ailleurs de social makers,
qui se sont activés avec des moyens minimes, qui ont été capables de produire de manière ingénieuse, innovante, des solutions de masques visières, qui ont pu réparer des respirateurs dans une situation chaotique. Ces makers, qui sont pour moi les héros modernes, parce qu'ils sont capables d'innover de manière frugale, et peut-être qu'à la fin, je parlerai de l'innovation frugale, comment la mettre au cœur des politiques publiques et au cœur de l'action des acteurs privés. Ils ont été capables d'apporter des solutions innovantes avec très peu de moyens. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de verrou. Tout à fait. Ils ont été capables de s'exprimer. Et donc, moi, je pense que si on veut opérer une relance économique, il faut déjà poser un référentiel commun de valeurs, de dire quelle société on veut ensemble. Est-ce qu'on veut une société à dimension individualiste, excusez-moi pour le mot, en mode start-up individuel, ou est-ce qu'on veut une société d'entrepreneurs, d'acteurs qui sont dans une démarche de création de richesse collective et de bienveillance? Je pense que c'est un point qu'on va évoquer dans le dernier axe de notre débat sur l'après-Covid. Moi, j'aimerais bien revenir vers Amine. On est en train justement de parler d'un plan de relance économique qui est en gestation, dont le coût a été évalué par la CGM à près de 100 milliards de dirhams. Sans fer de lance, c'est justement ces produits de garantie de financement des TPE, PME, des grandes entreprises. On parle d'Aman, de TPE relance, de relance oxygène. Amine, est-ce que vous pensez que ces solutions de financement sont suffisantes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'endettement aujourd'hui, notamment pour les TPME, en contractant ces financements octroyés par les banques, même à des taux qui sont exceptionnels, on parle pratiquement de 4%. Non, effectivement, vous avez raison. Effectivement, pour moi, quand on pose la question des mécanismes à mettre en place, il faut se poser la question de l'objectif de ces mécanismes. C'est quoi concrètement ce qu'on cherche à éviter? Est-ce qu'on cherche à éviter des faillites, et notamment celles des TPE qui sont aujourd'hui les plus fragiles, ou est-ce qu'on cherche à sauver les emplois? Et la réponse, en fait, et ça reprend un peu ce que Rizan disait à l'instant concernant le fait que la TPE est un peu l'oublié des mesures proposées, encore que via le projet Relance TPE, en réalité, les nouveaux mécanismes de financement qui ont été mis en place vont favoriser qui concrètement? Ils vont favoriser majoritairement les PME, les ETI et les grandes entreprises. Quand on prend par exemple l'enveloppe globale de nouveaux crédits qui va être desservie via Daman PME et Relance TPE, on voit que 93% du nouveau crédit qui va être injecté dans l'économie va concerner les moyennes et les grandes entreprises et seulement 7% pour les TPE. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi on vise les PME, les grandes entreprises? Parce que ce sont elles aujourd'hui qui centralisent les emplois, c'est elles qui aujourd'hui ont le plus d'emplois. Et en fait, ça rejoint la notion même d'écosystème. En fait, en protégeant les grandes entreprises, on protège les écosystèmes. Parce que c'est les grands donneurs d'ordre aujourd'hui qui font vivre tout un ensemble d'entreprises, les TPE notamment, les PME. Et donc, forcément, c'est elles qu'on va chercher majoritairement à protéger en injectant de l'argent. D'où l'intérêt. Mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait de l'importance de l'écosystème. Effectivement, on ne comprend pas tout ça si on n'a pas au cœur de l'analyse de la notion même d'écosystème. Et c'est encore plus vrai, par exemple, en matière de délai de paiement. La mesure de financement qui a été mise en place, qu'est-ce que ça cherche à faire? En gros, on leur dit, on vous prête de l'argent, mais à une condition, c'est que cet argent soit réinvesti pour payer les fournisseurs. Et donc, remettre de l'argent dans le cycle et éviter des délais de paiement qui s'allongent de manière indéfinie. Oui, excusez-moi, je vous ai interrompu. Vous vouliez poser une question? Je pense que Khadija, vous voulez poser une question, non? Ok. J'ai juste précisé que l'obligation, c'est d'utiliser justement ce crédit à hauteur de 50% minimum pour régler ses dettes. Effectivement. D'où effectivement la notion de délai de paiement qui est très importante. C'est la même chose aujourd'hui pour les entreprises publiques qui ont la possibilité également de se financer avec toujours ce même objectif de réinjecter cet argent dans son écosystème, justement pour éviter qu'on ait un assèchement des trésoreries des entreprises. Parce que clairement, qu'est-ce qui fait que l'entreprise est défaillante aujourd'hui, qu'elle tombe en faillite? C'est qu'elle n'a plus d'argent pour payer ses fournisseurs, l'État, ses salariés. Et donc, évidemment, l'importance aujourd'hui, c'est de remettre de l'huile dans le moteur pour que tout ça fonctionne. Sachant, Amine, que ces lignes de financement sont destinées uniquement
au paiement des charges courantes des entreprises. Ce n'est pas pour les recapitaliser ou pour leur injecter du sang neuf pour pouvoir produire. Les règles de financement sont très claires. Cet argent ne doit pas servir à faire des augmentations de capital, ou ça doit servir à payer des fournisseurs. En tout cas, pour la grande majorité, à 50%, effectivement. Mais il y a des règles très précises. Par exemple, l'interdiction de se verser des dividendes pendant une certaine période, l'interdiction justement de prendre cet argent pour recapitaliser l'entreprise. Ça, après, effectivement, c'est une autre question. C'est lié à l'actionnariat des entreprises, justement, recapitaliser les entreprises. On a une vraie problématique dessus. Aujourd'hui, on sait que une grande partie de nos entreprises étaient déjà sous-capitalisées avant la crise. La crise ne fait qu'accentuer cette problématique. Bref. Oui. Vas-y, allez-y, Amine. Moi, je profite de la présence d'Amine et de son expertise. Quand on parle entrepreneuriat, effectivement, il y a la problématique du financement, c'est clair. Mais il y a la problématique de l'accès au marché. Parce que quand on parle d'écosystème, je veux dire, à un moment, il faut être clair. Un entrepreneur, pour créer de la richesse, il a besoin d'un marché. Tout à fait. Bien sûr, à supposer que le produit est à la hauteur, en termes de qualité, etc. Aujourd'hui, la réalité, quand on est une TPE, PME, justement face aux grandes entreprises, certaines jouent le jeu, certaines ne jouent pas le jeu, le marché est confisqué. Je vais vous donner un exemple très clair. Pendant la crise, il y a deux projets que j'ai essayé de mettre en place au profit justement de petits entrepreneurs et de coopératives rurales. La production de gel hydroalcoolique et la production de masques en tissu réutilisables produites par le secteur coopératif. Je dois vous dire que la première opération a été quasi impossible parce que nous n'avons pas eu l'écoute du ministère de l'Industrie. Alors, en même temps, je dis ça avec beaucoup peut-être de légèreté parce que je peux comprendre qu'il y avait des urgences à gérer. Mais par contre, la symbolique est très forte. C'est qu'aujourd'hui, le lien, j'allais dire, qui est censé être un lien accélérateur entre la toute petite entreprise et des structures qui sont censées la porter, ce lien, il est fragmenté. Donc, comment aujourd'hui mettre en place des mesures choc, parce qu'un choc, moi je pense qu'il faut réagir avec des mesures choc et un vrai plan Marshall. Comment aujourd'hui, pour sauver ce tissu TPE-PME, comment on passe à côté de sujets importants? Par exemple, la dématérialisation de la commande publique. Tout à fait. Deuxième point, par rapport aux grandes entreprises qui sont engagées et d'autres moins, si on veut les pousser davantage à transformer positivement cette économie en faisant monter en puissance les petits acteurs, je pense qu'il y a des mesures très concrètes qu'on peut mettre en place. Donner un quota de bons de commande à des entrepreneurs sociaux et institutionnaliser ce type de mesures. Aujourd'hui, il y a quand même des pourcentages obligatoires au niveau de la commande publique. La dématérialisation, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être en cours. C'est-à-dire que d'ici 2021, d'ici l'année prochaine, la quasi-majorité de la commande publique sera dématérialisée. Ça, c'est déjà en cours. La question, c'est comment la TPE, par exemple, peut accéder aujourd'hui à la commande publique. On sait aujourd'hui, via les dernières mesures qui ont été prises, c'est que la TPE, notamment le secteur coopératif et les associations, ont droit de fait à un pourcentage. PME, TPE, PME ont droit aujourd'hui à 30% des marchés publics de manière quasi institutionnelle. Il faudrait déjà commencer par s'assurer que ce pourcentage est déjà atteint. Alors est-ce qu'on a aujourd'hui un retour de chiffres à ce sujet? Aujourd'hui, on n'a aucun chiffre qui nous permette de dire quel est le pourcentage pris par les TPE, les PME, l'association dans les marchés publics. On a très peu d'informations là-dessus. Alors, Amine, justement, c'est que parmi les leviers proposés pour cette relance économique, c'est la commande publique. Est-ce que vous pensez qu'il faut justement aller au-delà de ce chiffre de 30% pour justement stimuler la reprise économique des TPE? Alors, si vous parlez effectivement de la notion d'investissement public, l'argent qui est investi massivement chaque année par l'État, on parle de l'ordre de 200 milliards investis chaque année, 30% du PIB investi, et finalement, on se rend compte que l'impact en termes de croissance a été très faible.
Tout à fait. Donc, en fait, l'impact PIB a été faible, l'impact emploi a été très faible. Donc, en fait, il ne s'agit pas, la question, il ne s'agit pas simplement d'investir de l'argent, c'est bien investir cet argent dans des secteurs, dans des industries qui créeront de l'emploi. Alors, juste pour finir par rapport au mécanisme, parce que tu avais posé tout à l'heure une question qui était importante, on met en place des mécanismes d'emprunt, mais derrière, il faut effectivement rembourser. Le remboursement des financements, des prêts est important. Et pour ça, il faut qu'il y ait une demande, parce que concrètement, comment vous remboursez? Là, il faut générer du cash flow. Et pour qu'il y ait du cash flow, il faut du chiffre d'affaires. Et pour du chiffre d'affaires, il faut pouvoir vendre. Et aujourd'hui, effectivement, la problématique d'un plan de relance, c'est qu'il faut agir sur ces deux jambes, à la fois sur les entreprises et à la fois sur la demande des ménages et des acteurs économiques. Si on n'agit pas à la fois sur ces deux leviers, on aura quelque chose de déséquilibré. On aura peut-être des entreprises qui seront prêtes à vendre, mais il n'y aura personne pour acheter. Et c'est vraiment ça, à mon avis, la véritable difficulté. Donc, il y a déjà, pour les entreprises, la difficulté, à un moment donné, de rembourser parce qu'il faut que le chiffre d'affaires reprenne et qu'elles puissent générer à nouveau des cash flows et de la trésorerie. Et puis après, se pose aussi des autres mesures qu'on pourrait proposer. Jusqu'à aujourd'hui, on parlait de report fiscal, on parle de report de cotisations sociales, mais on ne parle pas d'exonération. Et on ne parle pas de baisse d'impôts, par exemple. Et c'est, à mon avis, vers ça, à un moment donné, qu'il faudra aussi aller. C'est-à-dire que si on veut aider effectivement la majorité de notre tissu économique, TPE, PME, et éviter des casses, très certainement qu'à un moment donné, il faudra parler d'exonération. C'est ce qu'en France, ils ont fait. Ils n'ont pas simplement… Le grand plan de relance qui a été annoncé récemment en France, par exemple, parle d'exonération pour les petites entreprises. Il faut peut-être aussi voir de ce côté-là pour aider. Mais je pense que l'équation est un petit peu difficile parce que d'après les chiffres du ministère de l'économie, on parle d'une baisse de 500 millions de dirhams de recettes fiscales par jour. Est-ce que l'équation est solvable pour le Trésor? C'est ça le problème. Effectivement, on sait ce qu'il faudrait faire. Moi, je pense que le problème n'est pas tant de savoir ce qu'il faut faire. Le vrai problème, c'est comment on finance ce qu'il faut faire. Et c'est là, à mon avis, la véritable problématique. On n'est pas la France, on n'est pas un pays qui a énormément de moyens. On a des ressources qui sont limitées pour X raisons. On sait aujourd'hui, par exemple, en termes de contributeurs fiscaux, que les entreprises qui payent les impôts sont en très faible nombre. Donc aujourd'hui, on a un problème de ressources et on a beaucoup de dépenses à côté. Et effectivement, l'équation, elle est surtout, à mon avis, à ce niveau-là. Elle est d'ordre budgétaire, c'est-à-dire que à un moment donné, il faudra qu'on choisisse nos combats. On ne pourra pas investir massivement dans tous les secteurs d'activité où on ne pourra pas financer tout le monde. Il va falloir à un moment donné sacrifier peut-être certains aspects parce que justement, on a cette contrainte d'argent. Donc, effectivement, ça, c'est un aspect à prendre en compte. Je pense que Khadija… Pardon, Amine, par rapport à cette contrainte budgétaire, je pense que Amine a soulevé un élément important. C'est que quand on a une raréfaction des ressources, je pense qu'il y a une histoire de bon sens qui doit nous imposer une prise de décision qui est la suivante, c'est comment faire mieux avec moins. Et je pense que pour avoir pratiqué certaines institutions et certaines parties prenantes, on a une siloisation des prises de décision. On a un manque de coordination dans le déploiement des projets, ce qui fait qu'on manque d'impact et on manque d'efficience. Je pense que là, il y a une vraie remise à niveau. Je rêverais peut-être un jour d'un ministère de la transformation où on mettrait la coordination et la convergence au cœur du modèle. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de dépenses inutiles qui sont faites et on mériterait à recentrer les choses. Par rapport, juste un petit point par rapport au marché, parce que Amine, effectivement, et c'est ça qui est très intéressant, et je t'en remercie, parce que moi, j'ai la vision très terrain, mais toi, tu as la vision peut-être très macro. On parle, un entrepreneur vivant, régénératif, il a besoin d'un marché. On parle du marché national, mais n'oublions pas qu'il y a le continent. Et aujourd'hui, je pense que dans le cadre des mesures peut-être pas court-termistes, mais il va falloir penser de manière très efficace comment conquérir des positions en dehors de notre pays à l'international, notamment peut-être des centrales de distribution, parce que je reviens à mon métier qui est la valorisation du patrimoine matériel et immatériel et les produits terroirs. Là où le bas blesse, on investit dans l'économie sociale depuis des décennies, elle ne décolle pas.
parce qu'on a un problème de commercialisation. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dépendre d'acteurs étrangers, externes, qui, justement, en cas de crise, s'autocentrent sur leurs problématiques et non plus les nôtres. Donc ça, c'est de l'indépendance économique, c'est de la souveraineté économique qu'il va falloir, je pense, opérationnaliser via la conquête de positions et de postures à l'international. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter du marché local. Tout à fait. Mais je précise une chose quand même, pour pouvoir conquérir des parts à l'international, il faut déjà que notre industrie locale soit forte. Tout à fait. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai parlé d'un objectif peut-être long-termiste, mais il faut avoir ce cap en tête. J'aimerais bien donner la parole à Khadija par rapport à ces solutions de financement à long terme, et parce qu'on oublie quand même les établissements publics qui sont des locomotives de croissance économique. J'aime bien avoir le point de vue de Khadija concernant ce point. Non, ça va aller dans le sens de ce que disaient à la fois Rizlan et Amine en parlant de petites entreprises et moyennes entreprises. Et Dieu sait que l'économie marocaine est représentée à 95% par les petites et moyennes entreprises. Tout à l'heure, Rizlan disait qu'il faut que la TPE devienne le centre de la réflexion et notamment à travers les entrepreneurs, etc. Je veux juste compléter en disant qu'aujourd'hui, la réflexion est portée et nous, en tant qu'entreprise publique, nous avons l'obligation de communiquer aux institutions étatiques le nombre d'entreprises TPE avec lesquelles on travaille, le nombre de moyennes entreprises et de grandes entreprises. Et juste une information, par exemple, concernant 2M, nous travaillons énormément, contrairement à ce qu'on peut penser, avec les petites et moyennes entreprises. Et donc, c'est quelque chose sur laquelle nous sommes très vigilants. On fait très attention parce que nous sommes justement conscients, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Rizlan, aujourd'hui, l'heure est à la solidarité et la petite entreprise et la moyenne entreprise a droit à l'accès justement au marché public et la grande entreprise a un devoir aujourd'hui citoyen et solidaire pour justement que notre économie reprenne. Tu as bien précisé tout à l'heure que l'heure est on est sur le même bateau, on va y arriver tous et toutes ensemble et on ne peut pas raisonner d'une façon individuelle. Alors, avant d'arriver, Mehdi, ce que je te propose vers la fin, et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est toute crise est salutaire. Nous avons vécu, nous vivons encore cette crise et ce que j'ai pu, moi, personnellement, remarquer et relever, c'est plusieurs choses positives que nous avons tous remarqué, à savoir la solidarité exceptionnelle qui a été observée, et puis la créativité. Tu en as parlé, la créativité des Marocains. Dire que cette créativité ne demande qu'à être exploitée et mise en œuvre pour justement faire avancer notre économie. Donc, avant d'arriver, Mehdi, sur les enseignements qu'on peut tirer. Tout à fait, le dernier point. Et ce live se veut aussi interactif. Donc, je vais poser une question d'une personne qui suit avec nous ce live, si tu me permets. Bien sûr. Donc, la question nous vient de Zine Dokar. Elle pose une question par rapport au tourisme. Alors, je lis sa question. Ne faudrait-il pas diversifier l'activité touristique en revalorisant les emplois du tourisme afin de leur permettre d'être formés à d'autres secteurs et de ne pas être tributaires du tourisme qui devient aléatoire en cas de crise? La question s'adresse aussi bien à Rizlan qu'à Amine. Qui veut répondre en premier? Non, mais cette question, je pense que je l'ai abordée tout à l'heure par rapport, effectivement, le tourisme est un secteur très important de l'économie marocaine. On revient au référentiel des communs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tourisme doit être profondément ancré dans le réflexe, le tourisme local doit être ancré dans le réflexe de consommation des citoyens marocains. Il ne vous a pas échappé que, pour faire une boutade, quand l'Espagne a annoncé l'ouverture de ses frontières aux étrangers le 1er juillet,
une flopée de messages sur les réseaux sociaux où les gens ont hâte de partir. C'est vrai. Voilà, quand je dis le référentiel des communs, et je pense que c'est le problème structurel de notre pays, et je suis désolée d'insister, c'est qu'on ne peut plus être dans des discours de posture. On a tendance, en fait, à charger un peu les autorités publiques. Je veux dire, l'État-providence ne va plus exister. L'État-providence va devenir un État de résilience, où il va essayer de faire ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, à charge pour le secteur privé et la société civile, de créer justement une dynamique collective de solidarité. Ça passe par des solidarités et donc par des valeurs de consommation, des valeurs de bienveillance, où on doit s'interdire aujourd'hui de penser à consommer. En tout cas, il faut consommer autrement. Je vois des jeunes, je suis maman, donc j'entends mes enfants et surtout leurs proches parler de la réouverture du McDonald's, ils attendent ça comme l'arrivée du Messie. Voilà, c'est pour vous dire que le chemin est long. Et donc, il faut qu'on distille de nouvelles valeurs. Et ça, c'est un travail au jour le jour. Et pour répondre à la question du tourisme, pour ouvrir un champ du possible au tourisme, la question de la formation, elle est essentielle. Donc, la question de l'éducation, à la base, elle est essentielle parce que servir la culture du service et du tourisme, c'est aussi une culture du patriotisme. C'est être fier de son pays, de ses traditions. En tant que touriste marocain, je suis désolée, il ne vous a pas échappé que quand vous faites du tourisme local, vous avez parfois le sentiment en tant que touriste national d'être un peu moins considéré qu'un touriste étranger. Donc, je veux dire, la responsabilité, elle est collective pour qu'il y ait une réponse collective. Et pour qu'elle soit collective, il faut que ça soit un réflexe, pour que ça devienne, j'allais dire, un réflexe sociétal. Il faut que ça démarre et que ça s'impulse par un réflexe individuel. Je parlais d'exemplarité, d'enseigner davantage dans le cadre justement de la refonte de notre système éducatif, la notion de la valeur du travail. Et pour prendre un peu plus de hauteur, je pense que la question aussi qui est intéressante et qu'a posée Khadija, dans le cadre justement de cette crise, c'est comment donner une autre couleur aussi à notre modèle économique. Ouais, comment aujourd'hui créer des hubs industriels, mais d'un autre genre. Justement, ça nous renvoie vers le dernier axe de notre débat. Quels sont justement les enseignements à tirer de cette crise qui était quand même un déclic de cette reconfiguration de l'économie mondiale et du changement de ces paradigmes? Quels sont les secteurs à prioriser, selon vous? Quel enseignement à tirer et quel modèle économique à asseoir aujourd'hui pour le Maroc? Bon, alors moi, juste pour finir, peut-être je laisserai Amine parler parce que j'avais un peu anticipé. Je pense qu'on a eu, dans le cadre de cette crise Covid, des émergences de talents très particuliers qui étaient dans le radar de personne. Des ingénieurs, des makers qui ont fait preuve d'innovation impressionnante et frugale. Aujourd'hui, l'innovation frugale, ce n'est pas un concept. Aujourd'hui, pour moi, l'innovation frugale, elle s'enseigne, elle doit être digérée de la part de tous nos leaders pour être mise au cœur des politiques publiques et au cœur de la création de richesses au niveau du secteur privé. Je m'explique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une position intéressante à prendre par le Maroc. C'est l'émergence de hubs semi-industriels, d'innovation semi-industrielle. Type un peu le modèle qu'a mis en place le Taïwan, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette crise de mondialisation avérée, tous les pays l'ont pris de plein fouet, avec la rupture d'accès à des équipements, à des masques, justement parce que tout est centralisé au niveau de la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, de par sa position géographique, de par sa position continentale en tant que hub, sa proximité à l'Europe et de tous les autres pays, on peut être une base arrière intelligente où on mise sur l'innovation, pas sous l'angle digital, sous l'innovation frugale. Comment on est capable de chercher dans nos réflexes socio-historiques, on a des trésors de créativité. Comment on peut capitaliser sur, d'ailleurs il y a une expression que j'ai trouvée intéressante sur la hate des brouilles. Comment on capitalise sur tous ces petits talents qui souvent d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé du secteur de l'informel, qui aujourd'hui
représentent tout un pan de l'économie underground marocaine et qui, si on arrive à créer des plateformes d'innovation territoriale, où on crée des écosystèmes intelligents, où on donne accès à des talents singuliers, l'accès à des Fab Labs, parce que ça, c'est un sujet central. Qu'est-ce qui nous a sauvés pendant cette crise? C'est des gens qui ont été capables d'innover dans des Fab Labs. Nous, il y a 1 an et demi, dans le cadre de Maroc Impact, on a lancé une dynamique avec un acteur bancaire et je peux vous dire qu'on s'est battu. On a expliqué qu'aujourd'hui, pour créer de la richesse économique marocaine, il faut d'abord créer de la richesse scientifique. Donc, on a lancé le programme Mouhoub. D'ailleurs, et j'invite les talents qui nous écoutent aujourd'hui de s'inscrire sur cette plateforme. L'idée, c'est de faire émerger des solutions innovantes scientifiques et de les accompagner avec la contribution d'acteurs privés et publics pour leur permettre le changement d'échelle, pour leur permettre de s'essaimer et de s'exporter. Voilà pour moi et je pense que le cap, pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, le cap. Le cap, c'est la 3e fois. Le cap, c'est ni la voie de l'endettement, ni la voie de l'austérité. Le cap, c'est la création de valeurs communes. Et c'est de s'inscrire dans un cadre commun et dans une économie du partage et qu'on s'extirpe de l'économie de la rente parce qu'il faut la dénoncer, continuer de la dénoncer pour créer un socle commun de partage de richesses. Amine? Alors, moi, quand je regarde l'impact de cette crise, pour moi, l'analyse, elle se fait à 2 niveaux. Il y a l'impact macro, il y a l'impact micro-entreprise. Si je prends l'impact macro, de quoi on se rend compte? On se rend compte d'une première chose, c'est que le monde, d'un point de vue commerce extérieur, il y avait plusieurs aspects. Un, il était mondialisé, c'est-à-dire le partage de l'approvisionnement par zone géographique. Et 2, il était hyper spécialisé, c'est-à-dire que chaque pays, par exemple, quand vous construisez une voiture, les pièces d'une voiture sont réparties sur plein de pays. Vous allez trouver une partie des pièces au Maroc, une partie en Turquie, une partie en Chine, etc. Et on s'est rendu compte que cette façon de travailler au niveau mondial, cette hyper spécialisation par pays, ne fonctionnait pas en période de crise. Et donc, la plupart des pays, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, se rendent compte qu'aujourd'hui, il faut réduire la dépendance par rapport à des pays comme la Chine. Ce sera difficile sur certains secteurs d'activité. Et sur d'autres secteurs, effectivement, l'idée, c'est de relocaliser certaines activités, de les rapatrier dans le pays ou en tout cas dans une zone géographique proche des pays. Alors, en quoi c'est important pour nous de savoir ça? Déjà, je prends un exemple très concret, l'exemple de l'industrie automobile. En France, par exemple, Bruno Le Maire a annoncé il y a quelques jours qu'il souhaitait que l'industrie automobile soit basée en France. Alors, on a eu peur à un moment donné que les usines de Kenitra et Tanger soient également rapatriées, mais on se rend compte que finalement, ça ne concerne que la partie voiture électrique. Donc, la partie essence et diesel resterait au Maroc pour le moment. Mais on voit bien l'impact pour nous, c'est-à-dire que aujourd'hui, le monde est en train de changer, le mindset est en train de changer. On se rend compte qu'on veut produire localement. On se rend compte que le fait d'être hyper spécialisé, c'est une mauvaise chose, qu'il faut diversifier son industrie, qu'il faut qu'on soit capable de produire toutes sortes de produits et services pour justement répondre positivement à ce type de crise. D'où l'intérêt pour nous, demain, effectivement, c'est ça. Un, c'est de pouvoir répondre à cette question de la relocalisation, notamment par rapport à des pays comme la France avec qui nous travaillons énormément. C'est profiter, parce que la France ne pourra pas tout rapatrier chez elle. Tout à fait. Elle pourra peut-être considérer le Maroc, comme un hub industriel à proximité de sa zone géographique. Et donc, pour nous, ça peut être une opportunité d'accroître avec la France, mais avec l'Europe, parce qu'on est quand même un marché proche du marché européen. Donc, ça peut être une opportunité pour nous de développer justement les investissements, les IDE de l'Europe vers chez nous. Il faut qu'on ait une bonne proposition à leur faire pour qu'ils viennent investir chez nous. Et donc, c'est ça la vraie question. C'est par exemple pour l'industrie automobile, demain, produire plus de voitures électriques. Aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, les voitures électriques, c'est 5% de la production marocaine. Or, on sait que c'est l'avenir. C'est là-dessus que l'industrie se projette d'ici quelques années. Est-ce qu'on est capable demain de transformer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur du diesel et faire de l'électrique? Donc ça, c'est à la fois une menace et l'opportunité qui va avec. Après, autre information qu'on a vue, on s'est rendu compte que la crise
on avait beaucoup de choses à transformer avant le début de cette crise. On a laissé passer beaucoup d'opportunités en termes de digitalisation, en termes de fiscalité, en termes je pense notamment à la lutte contre l'informel, contre les délais de paiement. Et finalement, tout ça nous revient aujourd'hui. On se rend compte que ce sont des sujets qu'il faut qu'on pose, qu'on aborde tout de suite. Et en fait, la crise, le révélateur de cette crise, c'est que finalement, tout ce qu'on a laissé de côté avant, on doit le traiter maintenant. Exactement. C'est peut-être ça la deuxième opportunité de cette crise, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait digitaliser notre économie de manière très rapide, que le télétravail aujourd'hui est devenu quasi automatique. Les personnes avec qui je converse aujourd'hui me disent que les réunions physiques n'auront quasiment plus lieu, que tout se passera à distance. Mais oui, on est passé d'un monde de rencontres physiques à un monde digital très rapidement. Et je pense que c'était nécessaire. Il y a énormément de secteurs, l'administration est également en train de se digitaliser. Donc ça, c'est également une très bonne chose pour nous. Et en termes de productivité et en termes de PIB supplémentaire, ça va certainement nous apporter énormément de choses. Le troisième aspect, et là je descends complètement au niveau micro, je parlais tout à l'heure des opportunités de changement, de réforme du climat des affaires. Il y a une phrase de Jean Monnet que j'aime beaucoup, qui dit que les hommes acceptent le changement dans la nécessité, et les nécessités ne viennent que par la crise. Et donc aujourd'hui, on est en plein dans la crise, et donc forcément, on va accepter beaucoup plus facilement les réformes qui sont proposées. Alors, quel type de réforme? Déjà, il y a un point qui a été laissé de côté il y a très longtemps, et c'est un point qui me concerne directement, c'est la question des délais de paiement. On se rend compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'assèchement des trésoreries des entreprises va devenir de plus en plus problématique. On voit par exemple en France des nouvelles pratiques des grandes entreprises. On parlait tout à l'heure d'écosystèmes, mais il y a des mauvaises pratiques qui sont en train de se développer au sein des écosystèmes où en gros, on n'est même pas dans un système solidaire, c'est tout le contraire. Les grandes entreprises profitent de la crise pour imposer des conditions beaucoup plus restrictives à leurs partenaires écosystèmes. Et donc, effectivement, se posera à un moment donné la question des délais de paiement. Et donc, effectivement, on essaye d'y répondre aujourd'hui via des financements, via peut-être le projet, la réforme de la loi de finances. Finances rectificative, tout à fait. Effectivement. Donc, il faut que cet aspect soit pris en compte. On se rend compte également qu'il y a une autre problématique qu'on n'a jamais réussi à aborder jusqu'au bout, c'est la question de la lutte contre l'informel. On veut relancer notre économie, on veut relancer les entreprises, mais on sait qu'aujourd'hui, notre secteur formel est concurrencé par l'informel et donc fragilise encore plus notre tissu économique formel. Donc, à un moment donné, effectivement, l'objectif, c'est aussi de transformer cette partie informelle, de la faire rentrer dans le formel. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est une question de nécessité. Je pense, Amine, que cette crise a démontré au secteur informel l'importance d'être régularisé et disposer d'un certain confort social. Bien sûr, on l'a vu, évidemment. Si vous voulez profiter entre guillemets, être accompagné être accompagné par les mesures de l'État, notamment l'indemnité RAMED, évidemment qu'il faut être dans un système régulier, entre guillemets. Il faut rentrer dans un moule formel, et effectivement, la crise a bien montré cela. Amine, si je peux me permettre, parce que c'est très rapidement, c'est très inspirant. Moi, il y a une phrase, puisqu'on est dans les phrases inspirantes, il y a un économiste qui a dit une phrase qui m'a énormément interpellée concernant le secteur privé, de manière générale, pas à l'échelle de notre pays, qui a l'habitude de prôner la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on sorte tous, et là, pas à charge pour le secteur privé, de manière générale. Il faut qu'on sorte un peu des silos et qu'on décide justement qu'on gagne ensemble et on perd ensemble. Et que dans le cadre justement de la thématique et du plaidoyer que je porte, dans le cadre de l'innovation frugale, c'est qu'aujourd'hui, cette innovation, elle ne doit pas être vue sous l'angle, j'allais dire, social, sous l'angle de la charité par les acteurs privés. C'est qu'aujourd'hui, les acteurs privés, quelle que soit leur taille, s'ils aujourd'hui n'agissent pas en faveur de leur environnement externe, de toutes les petites entités, même quand elles sont dans l'informel, qu'ils considèrent que c'est un marché pour eux, c'est des opportunités commerciales. Aujourd'hui, des pays comme l'Inde, et on parlait tout à l'heure de l'axe
Afrique-Europe. Je pense qu'il va falloir qu'on sorte de ce schéma de pensée Europe-Afrique. Je pense qu'il faut aller chercher dans des pays émergents comme l'Inde, comme l'Asie, des continents comme l'Asie, où le mode de création de richesse est complètement différent. On crée des alliances fortes avec des acteurs privés, des entrepreneurs sociaux du terrain. On crée des hubs d'innovation sociale frugale. Pourquoi? Parce qu'on tire vers le haut tout un tissu économique innovant qui a sa pierre à porter à l'édifice, mais aussi les grandes entreprises peuvent se réinventer au travers de ces petits acteurs. Et donc, c'est de la co-construction, c'est de la co-création de richesses. Et au-delà de la richesse économique, c'est la certitude de cimenter le lien social et la cohésion sociale. Parce qu'on ne peut pas être en bonne santé économique dans une société malade économiquement. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est là le sujet. La relocalisation imminente à l'échelle de notre pays, cette capacité qu'on doit s'imposer à co-construire avec des acteurs et à créer de la richesse ensemble. Nous, on le fait depuis plusieurs mois avec des acteurs importants, avec des ministères. On a créé des alliances fortes. On est en train de mettre en place des projets très simples, mais qui viennent polliniser les territoires. Et quand ça fonctionne, on passe à un autre territoire et on crée une dynamique nationale. Voilà, ça je pense qu'il faut faire preuve, je dis encore une fois, d'humilité, de sagesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ensemble, leaders, patrons d'entreprise, acteurs publics, citoyens, il faut qu'on apprenne tous ensemble à désapprendre pour mieux réapprendre, qu'on sorte des dogmes classiques et qu'on passe à d'autres choses, qu'on expérimente d'autres choses. Nous, je vous annonce un peu en primauté, un sujet qui nous tient à cœur, c'est que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la création d'un hub d'innovation scientifique africain. Voilà, qu'on aille sur des terrains inconnus. Et je pense qu'avec l'ingéniosité de nos citoyens, l'ingéniosité des jeunes, on n'a pas parlé des jeunes. Les jeunes aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de jeunes. Aujourd'hui, le secteur privé est inopérant puisqu'on en absorbe 100 000. Donc, il va falloir qu'on expérimente d'autres schémas, d'autres modes de création de richesse, qu'on relocalise et qu'on se fasse confiance et qu'il n'y ait plus et qu'on n'ait plus ce sentiment de mépris bidirectionnel. L'entrepreneur n'est pas là pour voler ses salariés et les salariés ont un devoir d'exemplarité vis-à-vis de leur entrepreneur dans un climat généralisé où l'entreprise est là pour créer de la richesse pour le pays. Bravo. Et est reconnue pour ça. Voilà. Khadija, quel enseignement de cette crise avant de vous donner le mot de fin pour clore ce premier webinaire du comité de parité et diversité qui était très intéressant et je n'ai pas vu le temps passer. On est déjà dépassé l'heure consacrée. Alors, quel enseignement de cette crise? Moi, Rizlan et Amine l'ont longuement développé. Les enseignements sont clairs. Elle l'a bien développé, Rizlan, dans son intervention. Moi, je reste quand même positive. Et à travers cette crise, d'ailleurs, la crise sanitaire nous a démontré, la gestion de la crise sanitaire nous donne espoir, puisque quand plusieurs pays spéculaient sur l'hécatombe au Maroc et en Afrique, nous avons démontré au monde entier qu'on était capable de gérer cette crise. Alhamdoulilah, on s'en sort pas mal. Le chemin reste à parcourir. Le nombre de guérisons nous donne espoir. On avait très très peur d'une saturation, surtout des lits de réanimation. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Les choses ont été mises en place et aujourd'hui, concernant l'économie, il faut justement qu'on tire les enseignements, c'est-à-dire l'heure est à la solidarité, l'heure, comme dit Amine, est de passer de l'informel vers le formel. Nous avons compris qu'il est d'abord impératif et puis important de sortir de l'informel pour pouvoir, en cas de crise, bénéficier de toutes les mesures qui ont été mises en place et on a tout à gagner en tant qu'on soit entrepreneur ou entreprise à être dans le formel, à payer ses impôts parce qu'il s'agit
d'une honnêteté citoyenne vis-à-vis de notre nation. Et pour finir sur une note positive, puisqu'on est à la veille des vacances, soyons patriotes, consommons local. Ces vacances, restons au Maroc. Soyons fiers aussi de notre pays qui est riche et diversifié, notre pays magnifique. Donc voilà, faisons d'abord, consommons ici au Maroc. Il y a tellement de choses à voir et à découvrir. Je connais beaucoup de Marocains qui ne connaissent pas du tout leur pays, qui voyagent tous les ans. Et bien, cette année, on va rester dans notre pays, on va consommer marocain. Un petit parallèle, il y a aussi des choses à réajuster concernant, puisqu'on pousse les Marocains à consommer local, il y a des mises à niveau à faire aussi pour que les Marocains puissent accéder aux tarifs des hôtels et tout ça. Et là, je pense aux familles nombreuses qui ne peuvent pas se permettre de payer des chambres d'hôtel très chères. Donc voilà, c'est une réflexion globale et générale. Mais tu as raison, Rizlan, de dire qu'il faut qu'on soit honnête, bienveillant, il faut qu'on soit solidaire, aussi bien nous, personnes physiques, que les personnes morales. Merci infiniment pour vos interventions magnifiques. Merci Rizlan, merci Amine et merci à toi Mehdi pour d'avoir animé ce débat. On a droit à un petit mot de la fin? Bien sûr. Bien sûr. Donc, un petit mot de la fin. Moi, ça me tient à cœur. C'est qu'on ne peut pas régler les problèmes avec la même conscience qui les a créés. Donc, il faut qu'on se fasse tous violence et qu'on redémarre un pacte sociétal où on s'engage tous à être honnête. Sa Majesté l'a rappelé dans plusieurs discours. Je retiens 3 choses: audace, patriotisme et exemplarité. Bravo. Merci Rizlan. Amine? Moi, il n'y aura qu'un seul mot que j'utiliserai parce qu'il résume bien toute notre discussion. Et à mon avis, c'est le plus important aujourd'hui, c'est la solidarité. Plus que jamais, la solidarité est importante. La solidarité entre entreprises, la solidarité par rapport à l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit contribuer de manière uniforme à l'effort national. Et ce n'est pas en restant replié sur soi-même qu'on y arrivera. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci beaucoup, Rizlan Noujra. Je vous rappelle que vous êtes entrepreneur, présidente de Maroc Impact. Merci à Amine Diouri, directeur des études et communications InfoRisque. Merci beaucoup à notre hôte, Madame Khadija Boujnoui, présidente du comité parité et diversité de 2M, ainsi que directrice financière de 2M. Merci à vous tous pour ces précieuses informations et je pense qu'on aura une autre occasion de se revoir et de parler de nouvelles thématiques. Et j'espère dans un Maroc meilleur, prospère, avec une croissance plus durable et plus inclusive, Inch'Allah. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.